je vais me présenter très rapidement. En fait, voilà, moi je suis Nathalie Favre, j'ai un cabinet de coaching et psychothérapie et j'accueille principalement des enfants, ados et adultes à haut potentiel. Voilà, donc j'accompagne les parents, j'accompagne beaucoup les enfants. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un atelier que j'ai mis en place pour les jeunes ados. Donc ça, c'est un peu la présentation qu'on leur donne. Donc des enfants sensibles, précoces, 10, agités, émotifs, TDAH. Alors c'est et ou à chaque fois, puisque tous ces jeunes ont une particularité. Ce sont des difficultés, enfin, c'est ce que j'avais identifié en les voyant en individuel. Leur particularité commune, c'est des problématiques de confiance en soi et de relation à l'autre. C'est principalement pour ça que je les vois en consultation. Donc en individuel, il y a un accompagnement que vous connaissez et dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais je trouvais intéressant de les mettre ensemble. Et donc je propose des petits groupes de 8 jeunes maximum. Je dis des jeunes parce que j'ai des petits aussi, enfin des plus petits, mais aujourd'hui je vais vous présenter vraiment l'atelier pour jeunes ados, donc ils ont en moyenne 13 ans. Hein, c'est vraiment des jeunes ados, c'est pas encore les 16-18 ans, ça c'est autre chose, on les aborde pas de la même manière. Voilà, donc comment ça se passe? Alors, je vais m'inspirer du groupe qui a lieu en ce moment, qui dure sur toute l'année, je les vois une fois par mois. Ce sont des jeunes que je connais, en principe, que je vois individuellement, qui viennent me consulter pour différentes raisons, et notamment ce que vous connaissez, ce qui a été abordé, hein, c'est-à-dire des difficultés, alors pas scolaires, parce que je ne m'occupe pas du scolaire, mais souvent les chutes scolaires amènent à consulter un psychothérapeute. Mais c'est aussi des troubles du comportement. Ce n'est pas vraiment des troubles du comportement, mais plutôt des comportements inadaptés, de type agitation qui dérange, ou au contraire, beaucoup d'inhibition, des enfants qui sont harcelés ou en tout cas chahutés anormalement. En tout cas, qui souvent ont des difficultés relationnelles. Soit ils sont trop au contact, soit pas assez. Enfin bon, là je vous apprends rien. Donc, dans le cadre de cet atelier, mon idée, c'était de les mettre ensemble pour qu'ils puissent échanger, bien qu'ils aient parfois des profils complètement différents. Ils sont tous à haut potentiel. Ils ont pas tous, enfin, ils présentent pas tous des troubles d'apprentissage, mais certains ont des troubles d'apprentissage sévères. Et c'est pas là-dessus qu'on va travailler, mais sur l'implication que ça amène. Et l'implication, c'est ce que je vous ai présenté tout au début, c'est un grand déficit en estime de soi, en fait, principalement. Alors, on commence par poser un cadre, c'est-à-dire quand on les accueille dans mon cabinet, il y a une pièce et on pose un cadre, c'est-à-dire des règles. Et on leur explique, enfin, on définit ces règles avec eux. Alors, une des règles principales, et je le répète à chaque séance systématiquement, une des règles principales, c'est la confidentialité. Ce qu'on leur explique aussi, c'est que les règles, elles ne sont pas là pour leur casser les pieds, parce que souvent ils arrivent avec cette pensée-là, que les règlements, notamment les règlements scolaires, ou c'est juste pour les embêter. Donc nous, le règlement, on le monte avec eux. Donc la confidentialité, pas d'injures, de la bienveillance, voilà des choses comme ça. Et on met en place le cadre à partir de rituels parce que là je vais rien vous apprendre mais je le dis quand même, les enfants à haut potentiel intellectuel, moi c'est ce que j'ai noté, sont souvent des enfants qui ont un très grand besoin de sécurité. Ils sont naturellement insécurisés ou insécures. Donc le cadre, ça met un contenant, c'est un peu comme la tente, c'est le contenant. Ça permet de les contenir. Et le rituel, c'est répétitif. Moi, j'ai noté aussi que beaucoup d'enfants à haut potentiel, petits, ont besoin de rituels à la maison. Et donc, dans le cabinet, on met en place ces rituels. Donc, les rituels, ça passe par le bâton de parole. Ça passe par... il y a un petit rituel d'accueil au début. Il y a un rituel de fin, j'y reviendrai. Et donc, le contenu... on fait beaucoup de jeux coopératifs. Là, je vous explique un petit peu le contenu. Hein.
Donc on alterne les jeux coopératifs et la relaxation et le mouvement. Je suis en train de me rendre compte que je dis « on » depuis tout à l'heure parce que c'est un atelier que j'anime avec une amie à moi qui est professeure d'EPS et sophrologue. Donc ce qui nous permet de travailler vraiment sur l'aspect affectif, psychologique et corporel. Et ça, c'est très important. Donc on alterne les jeux coopératifs et la relaxation et le mouvement. Quand je mets relaxation et mouvement, ça veut dire en gros un travail psychocorporel. Et puis, alors, le brainstorming, c'est face au bâton de parole parce qu'on alterne aussi les moments avec le bâton de parole qui favorise l'écoute, avec les brainstorming où là, ça part dans tous les sens. Et c'est très intéressant aussi qu'ils aient cette possibilité. Et donc, j'ai mis en dernier l'écoute parce que dans cet atelier, on apprend surtout à écouter et à être écouté. Ce qui est important aussi chez ces jeunes-là, c'est qu'ils ont un grand besoin, surtout au début de l'adolescence, ils revendiquent le besoin d'être compris, d'être entendus, d'être écoutés dans leurs différences. Ce sont tous des enfants à besoins spécifiques et qui se sentent décalés la plupart du temps par rapport aux autres. Donc ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être écoutés. Mais ils ne savent pas toujours écouter les autres. Ils ne savent pas toujours comprendre les autres non plus. Donc je vous laisse... Alors voilà. Donc, il revendique ce besoin d'être entendu, d'être reconnu, un besoin de reconnaissance qui est tout à fait légitime. Mais en revanche, il leur arrive, enfin, chez les enfants à haut potentiel, moi j'ai noté aussi parfois ce que j'appelle l'arrogance de l'enfant précoce, une espèce d'arrogance et en tout cas parfois une fermeture à écouter l'autre. Donc, et souvent trop d'empathie, parce que ce sont des enfants qui sont hyper empathiques, mais trop d'empathie tue parfois l'empathie aussi. Donc le plus gros travail dans cet atelier se situe autour de l'écoute. Comment être écouté et comment écouter. Et ça, c'est pas une mince affaire, hein, parce qu'ils ne s'écoutent pas beaucoup entre eux. Mais à la fin, ils développent cette écoute. Donc, confiance en soi et relation à l'autre, ça commence par les grandes questions des enfants et des jeunes à haut potentiel, c'est-à-dire qui suis-je ? Donc déjà, on parle clairement de leurs différences, de leurs difficultés, de leurs atouts, de leurs troubles, quand il y a des troubles. Et ils savent pourquoi ils viennent et on leur demande de l'expliquer aussi, de le partager dans le groupe. Et comme ils ont des difficultés, enfin, pour vous donner un exemple, hein, bon, ils sont tous à haut potentiel, mais j'ai des dyspraxiques, des dyslexiques, il y en a qui ont j'en ai un qui a un TDAH, et puis d'autres qui sont juste agités, impulsifs. Enfin, ça fait partie du haut potentiel. Donc déjà, on leur apprend à se reconnaître eux-mêmes, qui ils sont, comment ils fonctionnent. Et ensuite, je vais développer après. Quelle est ma place ? Donc les grandes questions, c'est ça, c'est qui suis-je ? Quelle est ma place ? D'où l'intérêt d'un groupe. Quelle est ma place dans le groupe ? Mais quelle est ma place dans ma famille ? Quelle est ma place dans le monde ? Les questions existentielles, parce qu'ils s'en posent beaucoup. Donc ça tourne souvent à l'atelier philo. Et c'est passionnant. Et puis les émotions, donc on en a beaucoup parlé, je ne vais pas... mais c'est quand même un sujet central aussi, les émotions, comment les apprivoiser. Et puis avec mon amie Nathalie, qui s'appelle Nathalie aussi, qui est professeure de sport et sophrologue, on travaille beaucoup sur les émotions, c'est oui, les accueillir, les contenir, les apprivoiser, mais aussi les sentir dans son corps. Donc voilà, je reprends un petit peu les thèmes. Donc qui suis-je ? C'est toujours qui, comme c'est un groupe, en travaillant sur cette question qui je suis, j'écoute aussi qui est l'autre. Donc ça va de pair, ça va ensemble. Hein. Donc on regarde un peu, voilà, tout tourne autour de l'image et l'idéal de soi. On sait que plus l'idéal du soi est élevé, plus l'image de soi est basse. Et souvent, ces jeunes-là ont une image d'eux-mêmes qui est très basse ou très haute.
mais pour la même personne, hein, ça varie beaucoup. Quelles sont mes compétences? Ils ne sont pas toujours conscients de leurs compétences et de leur haut potentiel, leurs difficultés et leur potentiel. Alors, il n'est pas question de les brosser dans le sens du poil en leur faisant croire qu'ils sont merveilleux et parfaits. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils se regardent sans complaisance, eux-mêmes et les autres, sans complaisance, mais avec bienveillance, hein, que ce soit pour eux ou pour les autres. Quelle est ma place? Donc là, dans ce groupe, évidemment, la place est fondamentale. Quelle est ma place et quelle est la place de l'autre? Donc la famille, les copains, l'école, prendre sa place et s'affirmer sans s'imposer. Alors on fait plein d'exercices, hein, justement, il y a ce tapis là, dans le cabinet, on utilise des couvertures, des cerceaux. Moi j'adore les cerceaux aussi, ils vont dans les cerceaux. Et alors ils trouvent leur place, mais ils se confrontent. L'idée, c'est aussi de bouger et de faire de la place à l'autre ou de prendre de la place. Enfin, nous, on est vraiment observatrices, on guide, mais on observe beaucoup leur comportement. Et on n'est pas là pour dire c'est bien comme ci ou c'est bien comme ça, mais l'idée, c'est qu'ils se sentent bien ensemble. Oui, et prendre sa place et s'affirmer sans s'imposer. Ça, c'est très important parce que à cet âge-là, en plus, enfin 13 ans, c'est un âge un peu charnière, les années collège. C'est aussi la période où on s'efface, où on s'impose, très souvent. Donc, l'enjeu, c'est comment je prends ma place sans m'imposer, mais sans m'effacer non plus, en étant qui je suis. C'est très théorique, hein, ce que je vous dis là, mais peut-être vous me poserez des questions après. Les émotions, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce qu'on est complètement là-dedans, apprivoiser et accueillir colère, peur, tristesse, frustration, et puis les doux mélanges de tout ça, parce qu'on a affaire évidemment à des jeunes qui sont extrêmement émotifs, j'aime pas le mot émotif, mais qui ont plein d'émotions, qui ne les vivent pas toujours très bien. Et pourtant, je vous rejoins complètement, elles sont absolument indispensables. Donc on apprend vraiment à les accueillir et puis à en faire nos alliés. Voilà, c'est ça le but. Et les questions existentielles, parce qu'on a affaire à des jeunes qui ont plein de questions existentielles. Donc pourquoi, comment? Alors dans le groupe, nous on prévoit souvent un thème, mais... Bon, on ne le suit pas toujours parce que les jeunes arrivent avec leurs questions du jour ou alors il suffit d'une remarque de l'un pour que ça parte ailleurs. Donc nous, on les suit, hein, on les suit vraiment. Donc l'idée, c'est comprendre le monde, comprendre les autres et se comprendre soi-même à travers ma compréhension du monde, ma compréhension des autres. On assiste à des débats très animés et très instructifs pour nous. On a eu... le mois dernier, la question de la sexualité sur les jeunes de 13 ans qui sont encore, 12-13 ans, qui sont pas expérimentés. Et on n'avait pas du tout prévu de traiter ça, mais c'est arrivé. Et c'était vraiment intéressant. Donc voilà, le groupe, c'est tout ça. C'est écouter et être écouté, ça c'est fondamental. C'est échanger. C'est la solidarité aussi. Certains arrivent avec une problématique du genre j'arrive pas à me faire de copains à l'école, je suis tout seul. Et les autres interviennent. Souvent, on les sollicite aussi. Comment vous réagiriez? Comment toi tu réagirais? Et chacun échange sa façon d'être et sa façon de faire face à une problématique. On a beaucoup, comme je le disais, beaucoup de débats philosophiques. Ils apprennent à coopérer, on fait des jeux de coopération. Concrètement, on alterne toujours, le travail en groupe. Donc par exemple, à Noël, on a fait un arbre à souhait. On ne voulait pas volontairement faire un sapin de Noël. On trouvait que c'était banal et qu'ils faisaient ça à la maison. Donc on a fait un arbre à souhait où chacun, donc individuellement, écrivait ce qu'il souhaitait. Auparavant, on leur avait demandé sur des post-it d'écrire ce qu'ils souhaitaient laisser de 2017 et ensuite un arbre à souhait pour 2018 qu'ils ont accroché sur des branches qu'on était allés ramasser dans le jardin. Et donc il y a une alternance de travail de recueillement individuel, personnel, et de travail en groupe où ils ont fabriqué leur arbre à souhait, ils l'ont décoré, ils l'ont fait... Et donc ça, c'est très important aussi qu'ils apprennent cette alternance
recueillement individuel et de travail en groupe, de même qu'on alterne le mouvement avec des pauses. Et qu'on ne reste pas trop longtemps non plus dans les brainstorming ou même avec le bâton de parole. On alterne toujours mouvement et position assise. Et tout ça, c'est stratégique et c'est important. Donc ils apprennent aussi le respect. En début d'année, ils ont tendance à faire un peu comme à la récré. Et donc on répète les règles systématiquement et je leur demande, c'est eux qui répètent les règles à chaque fois. L'autre jour, j'en ai eu un, et pourtant on répète les règles à chaque fois, donc je leur demandais, et il y en a un qui dit « Ah, on n'a pas le droit de dire de gros mots ». Je lui dis « Ah bon je ne me souviens pas qu'on ait posé cette règle ». Et donc on a réexplicité, ce n'est pas les gros mots qui sont interdits, c'est les insultes. Donc moi je leur disais, les gros mots, après, c'est chez vous, vous faites comme vous êtes éduqués. Mais ici, c'est les insultes qui sont interdites. Moi, je ne suis pas là pour les élever. Bref, ils apprennent aussi à se comprendre parce que ils n'ont pas toujours les mêmes points de vue, ils n'ont pas toujours la même religion, ils n'ont pas toujours... il y a des filles, il y a des garçons, donc qui ne se comprennent pas toujours. L'autre jour, j'ai eu un débat très animé, justement, filles-garçons, et on voyait qu'ils ne réagissaient pas du tout de la même manière, et c'était marrant, parce qu'il y avait un garçon qui s'était un peu fâché en disant « Oui, mais vous, les filles, dès qu'on vous regarde ou qu'on a envie d'être copain avec vous, vous croyez qu'on veut vous sauter dessus ?» C'était vraiment intéressant, parce que... Et du coup, les filles, elles ont rééquilibré leur regard par rapport aux garçons. Elles ont découvert les garçons. Elles ont découvert la sensibilité des garçons qu'elles prenaient pour des prédateurs, déjà. Donc c'était vraiment... Donc l'empathie, j'en ai parlé, je crois. On apprend à coopérer et à s'entraider. Voilà. Et puis à échanger des idées aussi. Chacun arrive avec... on en a un, c'est un vrai petit philosophe. D'ailleurs, les autres l'appellent le philosophe. Donc, il arrive avec ses grandes idées philosophiques et ça amène des débats. C'est vraiment un lieu contenant, d'écoute, où nous, les adultes, on amène de la sécurité, mais surtout, on les suit et on leur apprend à se respecter eux-mêmes et à respecter les autres. Et je pense qu'ils découvrent dans ce groupe, on l'appelle un atelier, un lieu où ils peuvent mettre en commun des pensées. Ils arrivent aussi avec leur colère contre les professeurs ou contre les parents, ou des histoires de copains et de copines, ou des gros problèmes, enfin j'allais dire des vrais problèmes, comme si les autres n'étaient pas des vrais problèmes, mais... des difficultés parfois graves, familiales, ou des problèmes de santé. Il y en a un qui a eu une très grosse opération du cœur, qui est très complexée, parce que il y a des choses qui, de notre point de vue d'adulte, peuvent paraître plus ou moins lourdes ou légères. Et en fait, pour eux, c'est lourd. Quelle que soit la problématique, on peut... Parfois, on a des enfants qui vont être aussi perturbés par la mort d'un grand-parent que par une dispute avec un ami. Et on sait que pour eux, c'est aussi grave. Donc, ils ont vraiment besoin de ce lieu d'écoute. Et puis, le fait de se retrouver entre jeunes qui fonctionnent un peu de la même façon, même s'ils sont très différents, ça leur fait beaucoup de bien de se retrouver entre eux. Ils se sentent compris. Enfin voilà, donc je voulais juste vous présenter, vous avez dit tous plein de choses que je ne vais pas redire, mais je voulais vous présenter ce petit groupe qui est vraiment aidant pour eux. Et je voulais ajouter que c'est eux qui m'ont demandé, qui m'ont sollicité pour faire un groupe. Donc j'ai un groupe de petits, un groupe de moyens. Moyens, c'est ceux dont je viens de vous parler, les collégiens. On va dire primaire, collégien et lycéen, c'est pour bientôt. Mais voilà, pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, voilà. Donc on est deux, les deux Nathalie. Donc moi je suis coach et psychopraticienne et mon amie Nathalie qui n'a pas pu venir parce qu'elle avait une compétition de sport
Elle est professeure d'EPS et relaxologue. Voilà. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci pour... Alors, c'est une présentation, moi j'en sors fleuri, un petit peu comme cette dernière slide. Donc, merci, c'est une bonne manière de terminer la journée, en tout cas de clore j'ai associé ce groupe à des choses qu'on voit dans le monde professionnel. Je pense au groupe de co-développement, par exemple, de Paillettes et Champagne. Peut-être dans un univers, alors on peut remonter dans le temps, mais ce que faisait peut-être Carl Rogers dans les groupes de rencontres. Voilà. Comment tout ça s'inscrit? Est-ce qu'il y a des choses qui s'inspirent aussi de ce genre de pratique? Allez, puis je livre toutes mes questions et vous en ferez ce que vous voulez. Combien de temps ça dure? Combien de temps vous les rencontrez? C'est quoi la dynamique d'une rencontre? Parce que on voit bien alors. J'ai eu le plaisir justement de pratiquer les groupes de rencontres à la mode de Carl Rogers, qu'on fait ça de façon assez massive, hein, c'est-à-dire que voilà, pendant 8-9 heures, pendant plusieurs jours d'affilée, on voit bien qu'il se passe des choses absolument fabuleuses. Mais là, c'est quelque chose de beaucoup plus distribué. Mais combien de temps dure une séance et qu'est-ce qui se passe pendant cette séance? Voilà. Quelle est cette dynamique? J'ai envie de comprendre ça. Alors, j'ai plusieurs réponses à apporter parce qu'il y a plusieurs questions. Donc, je vais commencer par la dernière. Je les vois ensemble, en groupe, une fois par mois. Et l'atelier dure 2 heures, une fois par mois. Pour la plupart, je les vois aussi individuellement, une fois dans le mois, 1 à 2 fois dans le mois. Et une fois par mois en groupe. Ça répond à une des questions. Ça, c'est le rythme. L'inspiration, c'est que, comme je vous le dis, je suis coach, et ensuite je me suis formée à la psychothérapie, parce que le coaching ne me suffisait pas, mais ça reste une vraie inspiration. Donc moi, je me suis inspirée, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, des groupes de développement personnel auxquels j'assistais moi-même, ou que j'ai pu mettre en place dans le cadre du coaching, et je les réadaptais aux enfants. D'ailleurs, au départ, je ne voulais pas travailler avec des enfants, je voulais faire de l'accompagnement à la parentalité. Je voulais être coach pour les parents. Et puis, je ne sais pas pourquoi, les parents, ils m'ont amené leurs enfants. Pareil. Voilà, pareil. Et mes enfants m'ont dit, mais vas-y, tu t'es vachement bien avec les enfants. Je me suis dit, si j'ai la bénédiction de mes enfants, je peux y aller. Donc, j'étais vraiment... La démarche était très inspirée du coaching d'entreprise, mais que j'ai... réadapté dans un travail de coaching thérapeutique pour les enfants. Ça répond à l'autre question? Voilà. Je trouve intéressante l'association de l'enseignant de PS avec le coaching, parce que ces enseignants ont une formation un petit peu particulière. Ce serait bien que tu puisses en parler, puisqu'ils ont une formation en psychologie. Ce qui est rare chez un enseignant, c'est le seul enseignant qui a une formation en psychologie. Et c'est surtout le seul enseignant qui voit l'enfant en dehors de la classe. Et alors, au début, j'ai commencé toute seule. Et c'était dur. Il me manquait quelque chose. Il me manquait du soutien face à ces enfants, parce que c'est quand même des enfants qui ont un profil particulier. Alors j'imagine des fois les enseignants dans les classes. Et je me dis, waouh. Mais voilà, j'avais besoin d'une collaboration et je ne savais pas laquelle. Et puis cette amie, c'est une amie à moi depuis de nombreuses années. Quand elle s'est formée à la sophrologie et qu'elle a fini sa formation, j'ai dit, mais c'est bien sûr, tu vas venir. Et je lui ai proposé de venir avec moi. Et elle était super contente. Et c'est une très belle association parce qu'elle a vraiment ce côté... elle connaît les enfants à l'école, ce qui n'est pas mon cas, à part les miens, mais elle connaît les enfants dans le contexte scolaire. Elle a un regard qui est très complémentaire du mien. On est maman toutes les deux de 3 enfants chacune, donc mais ça n'a rien à voir. Mais et puis le côté sophro plus prof de PS, ça amène vraiment. Elle a une observation et un regard que moi je n'ai pas. Elle voit quand l'enfant est bien ancré ou quand au contraire il est un peu
voilà, comment il bouge dans son corps. Elle sait à quel moment les ramener dans le corps ou faire intervenir un travail corporel quand ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment une très belle collaboration. C'est riche. Oui, j'imagine, parce que ce sont des personnes qui ont été formées sur le corps avant d'être sur le langage, Oui. Et ça aide beaucoup. Tout à fait. Alors, j'ai compris que c'était assez récent, ce groupe-là dont vous venez de nous parler. Au niveau de l'effectif, hein, les groupes... 8 maximum. Oui, Je ne prends pas plus de 8 enfants. et 6 voilà, minimum. entre 6 Ouais. et 8. Et est-ce que en dehors du groupe, ça crée du coup des relations sociales qui sont pérennes? C'est-à-dire, est-ce que les enfants se voient en dehors? Est-ce que... Alors, oui et non. En fait, j'ai tous les cas de figure parce que les enfants viennent pas tous du même endroit. Alors, j'ai des surprises. Des fois, enfin, c'est au début. Oui, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le groupe, il est fermé et il s'étale sur l'année scolaire. Hein, donc, on démarre le groupe, c'est pour l'année scolaire. Donc, ça crée des amitiés, mais les enfants habitent pas toujours dans le même. Enfin, ils n'ont pas tous la même situation géographique. Ce qui est surprenant, c'est que parfois, je me souviens au début de l'année, il y avait des enfants qui, a priori, n'avaient aucune raison de se connaître, et puis ils se connaissaient. Et donc voilà. Et d'autres, il y en a eu d'autres aussi qui ont lié vraiment des amitiés et qui se retrouvaient en dehors du groupe. Et puis parfois, c'est pas le cas, mais quand ils se retrouvent, ils sont vraiment, c'est leur groupe, quoi. Ils se voient une fois par mois, ils sont contents de se voir une fois par mois. Ils ne se voient pas forcément en dehors du groupe. Puis c'est pas le but. Enfin, C'était pour savoir s'il y avait une ça peut. continuité. Et les absences, quand il en manque un, je ne sais pas, enfin, comment ça se gère? C'est courant. L'idée, c'est parce que je pensais en dehors du groupe, la fin du groupe aussi, comment on accompagne à la fin du groupe, et comment, alors on inclut, vous avez répondu avant que je pose la question, comment on inclut quelqu'un, et comment aussi on survit de l'absence d'un participant. Alors l'inclusion en général, parce qu'il est arrivé aussi qu'un nouveau membre arrive quand le groupe n'était pas complet, donc l'inclusion se fait très facilement, enfin toujours à partir des rituels, hein. Donc on accueille le nouveau, il se présente, chacun se représente à nouveau, on répète les règles, ce sont les jeunes qui répètent les règles de fonctionnement du groupe, le cadre. On laisse beaucoup de place aux jeunes, hein. C'est vraiment eux c'est leur groupe. Il y a une vraie identité du groupe, donc pour l'inclusion, ça se passe très facilement. Quand il y en a un qui ne vient pas, alors ça, en général, je suis prévenue, mais il est arrivé une fois qu'il y en ait un, les parents avaient zappé, et l'enfant, enfin, c'est courant, hein, quand on accompagne des enfants. Et là, c'est curieux parce que l'absent a une vraie place, c'est-à-dire les autres en parlent. Ils disent « Oh, c'est dommage que machin, il soit pas là. » Et la fois d'après, il y a une restitution, mais qui se fait spontanément, c'est-à-dire l'absent est présent. Il a vraiment sa place et ça manque. Quand il y en a un qui n'est pas là, il y a vraiment il y a un vrai manque. Mais bon, ça c'est souvent. C'est-à-dire quand je dis qu'on en a 8, très souvent ils sont 6-7 quoi. Ils sont pas toujours il n'y a pas toujours les 8 ensemble. Et la fin du groupe? La fin du groupe, on fait un grand rituel. De même qu'on a fait un rituel pour le changement d'année, pour Noël, pour le changement d'année, puisqu'on s'était vu avant Noël et ensuite on s'est vu au mois de janvier. Donc là, on fait des rituels par rapport aux événements et la fin du groupe. Alors, il peut y avoir un renouvellement sur l'année suivante. Et c'est ce qui s'est passé là cette année. En tout cas, il y en a 3 qui sont revenus, qui étaient déjà dans le groupe l'année dernière. Et puis, on a eu des nouveaux. Donc, on fait un rituel de clôture. Hein, tout est basé sur les rituels. C'est hyper important, les rituels. Ça répond à la question? Alors, si à la rentrée prochaine, si j'ai bien compris, on ne peut pas rentrer en cours d'année, une famille veut inscrire son enfant, comment elle procède? Elle m'appelle. Elle appelle à quel numéro Alors, je travaille essentiellement par le bouche à oreille. C'est vrai que je suis pas une grande pro de la com, et donc les gens me connaissent. Et alors j'ai un site internet hein, que
Oui, tout à fait. Donc j'ai un site internet, des cartes de visite. Les gens me connaissent et entendent parler de moi par des psychologues, par des orthophonistes. Je pensais aussi à les kinés, enfin tout. Par les familles, tout à fait. Et maintenant par Potentiel 10. Et maintenant par Potentiel 10. Donc par les écoles aussi. Enfin, on me connaît. Et je demande toujours aux gens, mais qui vous envoie parce que moi, je fais pas de pub. Mais dans le monde, le microcosme du haut potentiel intellectuel, il n'y a pas tant de choses que ça. Même si on en parle de plus en plus et qu'il y a de plus en plus d'actions, quand on fait quelque chose et qu'on s'occupe des personnes, enfants, ados ou adultes, à haut potentiel, on est vite repéré quand même. Enfin, moi, j'ai pas mal de monde. Oui, on va peut-être conclure. On a pris un peu de retard. C'est vrai que la contenance du groupe a fait écho avec la contenance de ma tante, la colère. Et ces prises en charge groupales, il y en a quand même assez peu. On est assez pauvre, en tout cas ici en France. Voilà. Et j'entends bien qu'on ne travaille pas les compétences sociales, que ce n'est pas un objectif visé, mais quelque part, c'est... Oui, justement, je voulais ajouter, je me suis inspirée donc, du coaching et des groupes de développement personnel, mais aussi des groupes d'habileté sociale qui sont faites pour les autistes, notamment pour les autistes Asperger, et aussi pour des enfants précoces. Donc ça m'inspirait beaucoup aussi. Oui, voilà, en filigrane, on sent effectivement qu'il y a moyen dans cet espace d'échange, dans ces interactions, de travailler effectivement les codes, en plus hyper normés, avec une structuration de l'espace du groupe, ritualisé également dans le temps. Donc ça, c'est extrêmement sécurisant, parce que... moi sur mon cabinet, beaucoup de collégiens et lycéens peuvent être à la fois dans ce besoin, dans cette appétence de rencontrer l'autre, et certainement dans un contexte configuré comme celui que vous décrivez là, c'est-à-dire sécure, et en même temps ne sachant pas où, comment, voilà. Donc très souvent, ils n'ont pas naturellement les habiletés sociales, ou en tout cas pas suffisamment. Et ça, vraiment, ça s'acquiert dans le groupe. Et puis au plan identificatoire, d'être effectivement avec des jeunes à peu près du même âge, avec des demandes et des besoins et des modalités de fonctionnement à peu près proches. Il doit y avoir quelque chose de spéculaire qui doit effectivement extrêmement intéressant.